Je vais demander maintenant à Madame Christine Combe d'intervenir, qui est à vos côtés. Donc, c'est pour la commune de Lons-le-Saunier. Madame Christine Combe, donc, vous êtes chargée de mission eau au sein de cette commune du Juras. Et la commune est engagée depuis les années 90 dans des démarches volontaires et préventives de lutte contre les pollutions agricoles et a déjà mis en œuvre plusieurs programmes d'action innovants. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, je rappelle, si je ne me trompe pas, d'après les chiffres qu'on m'a donnés, Lons-le-Saunier, c'est 18 à 20 000 habitants, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. 19 000, c'est bien. On vous écoute. Alors, vous allez envoyer le diaporama. Bon, alors, accrochez-vous, parce que j'ai prévu 50 diapos. J'ai tout mis, hein. Je ne sais pas ce que vous vouliez, donc j'ai tout mis. Donc, j'ai 30 secondes par diapo pour tenir le timing. Alors, c'est parti. Voilà, alors, protéger l'eau potable, c'est moi qui... Ah, il faudrait que je sois là-bas, non ? Elle est où ma commande ? Elle est là, ok. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est le bassin versant qu'on a délimité, il fait 5400 hectares. Et les petits triangles, non, les petits rectangles qui sont tout à fait sur votre gauche, ce sont nos périmètres de protection rapprochés, et le rectangle en rouge, c'est le périmètre immédiat avec la station de pompage qui date de 1961. Voilà, alors on pompe dans une nappe alluviale qui a 2-3 mètres de profondeur sous une belle plaine agricole remembrée et drainée. La population desservie, donc c'est un peu plus que Lons-le-Saunier, c'est les environs, ça fait donc 25 à 30 000 habitants. On est en régie directe. La ville de Lons-le-Saunier tient à son service des eaux, comme elle tient aussi à son service de cuisine centrale. Le prix de l'eau en 2014, il est de 2,81 € TTC assainissement compris, et le prix de l'eau seule est à 1,22 €. Et le coût de la préservation de la ressource est même pas 3 centimes par mètre cube. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que dans les années 60, après la création donc, de la station de pompage, elle a été construite sur une zone humide. Voilà, et là, après est arrivé le drainage, est arrivé le remembrement, et sont arrivées des cultures de soja, etc., d'intensification agricole, avec évidemment une hausse des nitrates et des pesticides à partir des années 90. Donc les élus ont commencé à constater dans les résultats d'analyse une montée des nitrates et à l'époque des atrazines. Voilà, alors ils ont eu le choix ou de construire une station pour essayer de nettoyer l'eau, ou alors de faire du préventif. Et la réaction a été immédiate de dire on fait du préventif et on passe des conventions avec les agriculteurs. Donc les conventions, ça a été de dire aux agriculteurs, vous arrêtez le maïs, on vous indemnise, mais vous arrêtez le maïs. Le résultat a été immédiat, c'est que l'arrêt du maïs dans les 70 hectares autour des puits a entraîné une chute immédiate des atrazines et des simazines. En 2003, la réglementation est venue interdire ces produits. Donc ça a continué à accélérer la chute. Au niveau des nitrates, ça a été beaucoup plus compliqué. Les conventions ont aidé à réduire la fertilisation azotée, faire des programmes avec les chambres d'agriculture, maintien de l'herbe, créer des bandes enherbées avant l'heure. Mais le résultat sur les nitrates est beaucoup plus compliqué, ce qui veut dire que l'origine de la pollution, elle vient peut-être d'ailleurs. Voilà, alors on est quand même en nitrate, on est bien placé puisqu'on est en dessous de 20 mg par litre. Mais notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'eau et voilà. Et on dit aux agriculteurs, on va peut-être pas retrouver l'état initial des 1 mg qu'il y avait au départ, mais au moins de passer en dessous de 12. Et on sait qu'on peut, et donc on cherche à y arriver. Voilà, alors pendant 20 ans, on a fait des conventions avec les agriculteurs. C'est beaucoup trop long, 20 ans. En 92, ça a été bien pour travailler avec eux. C'était vraiment la survie du captage. On était là non plus, on était là vraiment dans la politique de prévention de la santé publique. C'est-à-dire, c'était où les agriculteurs faisaient quelque chose et on arrivait à enlever les pesticides, notamment atrazine et simazine, ou alors on était dans des taux importants et voilà, c'était la sanction de fermer le captage.
Donc l'atout de ces 20 ans de convention, ça a coûté 25 000 € à la collectivité. L'eau sortie de la station n'est pas traitée, elle est juste chlorée. Les agriculteurs ont pris conscience, il y a eu un dialogue qui s'est installé entre la collectivité et puis les agriculteurs, donc entre les protecteurs et les producteurs. Néanmoins, il y avait un frein parce que la zone de travail était restreinte. On travaillait sur nos 70 hectares autour des puits, que seuls les agriculteurs volontaires étaient partie prenante de notre programme, donc on avait un récalcitrant, et que bien sûr, il y a d'autres molécules qui sont apparues, comme le glyphosate. On a compris aussi que les agriculteurs manquaient de formation sur les techniques alternatives. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il fallait qu'on prenne une DUP, il fallait qu'on la prenne en 2010, c'était l'obligation. En même temps est arrivé les captages Grenelle, et notre captage a été classé captage Grenelle. Donc, ça nous a fait 2 outils, et on s'est dit comment faire avec ces 2 outils juridiques et qui nous apportaient aussi des solutions financières pour faire quelque chose de bien. Voilà, la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait pour prendre des virages dans les modifications des pratiques agricoles. Donc c'est quand même compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Donc il y a des entrées, comme on l'a dit, par plusieurs bouts. L'important c'est de démarrer, et puis voilà, et puis on cherche, on est comme l'eau, on cherche son passage. Donc on a réglementé. On a formé les agriculteurs on essaye de travailler avec eux à des pratiques alternatives, on va en parler. On promouvoit bien sûr l'agriculture biologique, et on a compris aussi qu'il fallait conforter des filières, parce que les agriculteurs, si on leur dit le bio, oui, mais leur première question c'est combien je vais te payer si je vends bio, et à qui je vais le vendre. Et ça, c'est vrai que c'est des questions qui sont clés, et on essaie de travailler dessus. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est de suivre, d'échanger et bien sûr de s'adapter. Donc au niveau réglementation, puisqu'on avait une DUP à prendre, une déclaration d'utilité publique, on a commencé pendant pratiquement 1 an à discuter avec les agriculteurs sur notre zone, les périmètres immédiats, tout ça, il y a eu toutes les enquêtes hydrologiques qui ont été faites. Donc 220 hectares de périmètre rapproché, qu'est-ce qu'on fait dessus ? Donc il y a 2 clans. Nous, on dit on va mettre de la prairie. Les agriculteurs, non, pas de question de mettre de la prairie. Puis de toute façon, la prairie, ça ne va pas tenir. Au bout de 2 ans, il faudra la retourner. Et puis de toute façon, la prairie, il faudra bien mettre un peu d'azote dessus. Donc voilà, on a essayé de tenir, de voir ce qu'on pouvait faire. Et puis voilà. Et pendant qu'on discutait, on avait supprimé nos conventions. On était arrivé, on leur avait dit aux agriculteurs, alors en 2011, maintenant, on est en déclaration d'utilité publique, c'est terminé. On ne fait pas de convention cette année avec vous, on arrête. Et que croyez-vous qu'on fait les agriculteurs à partir du moment où on avait arrêté les conventions, où on avait arrêté donc l'interdiction de faire du maïs? Ils nous ont téléphoné, ils nous ont dit est-ce qu'on a le droit de faire du maïs? On leur a dit oui, voilà, maintenant vous êtes dans une année, c'est une année de transition, vous faites ce que vous voulez. Eh bien, ils ont fait du maïs. Voilà. Donc on s'est dit, ils n'ont rien compris. C'est une situation un peu d'échec. Ça a marché pendant 20 ans parce qu'on les indemnisait. À partir du moment où on ne met plus l'indemnisation, ils ont refait du maïs. Donc on a dit, puisque c'est ça, ça a aidé la collectivité à être plus ferme à dire, sur le périmètre de rapproché 1, vous ferez ce que vous voudrez, mais ce que vous faites, vous le ferez en bio. Et donc, on a imposé l'agriculture biologique sur le périmètre de rapproché dans la DUP. Et sur le périmètre rapproché 2, on a essayé d'interdire les pesticides, mais on n'a pas pu. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus flou ce qu'on a marqué dans notre périmètre rapproché 2, mais vous allez voir, on se rattrape autrement. Alors, ça c'est pour l'outil DUP. Voilà, le point fort de la DUP, c'est d'avoir sur 60 hectares imposé l'agriculture biologique et d'avoir demandé aux agriculteurs de mettre de l'herbe, au moins 3 années. 3 années, toujours 3 années d'herbe. Après, ils peuvent remettre un peu en culture, mais maintenir 3 années d'herbe. Voilà, alors ça, c'est pour la DUP. Ensuite, il y a l'outil Grenelle sur le bassin versant. Donc, l'outil Grenelle nous oblige de travailler en priorité sur les nitrates et les pesticides d'origine agricole. Alors là, la ville de Lons-le-Saunier a dit on n'a rien à faire
de travailler que sur la partie agricole. De toute façon, on est tous concernés, les collectivités, entre autres, sont concernées par l'entretien de leur espace public. Donc, il faut travailler sur les pollutions diffuses de façon cohérente. Et on a bâti un programme à la fois vers les collectivités et les particuliers pour les encourager à aller vers une démarche zéro pesticide sur leur terrain. On travaille sur l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif parce qu'ils sont producteurs de nitrates. On travaille bien sûr avec les agriculteurs et les viticulteurs et sur les zones humides en tant que rôle hydrique d'éponge et de filtre. Voilà. Alors sur la partie agricole dans le programme, on ne savait pas trop par quel bout prendre les choses. La Chambre d'agriculture nous a dit il faut faire des AMAET et on voulait faire autre chose. Donc grâce au programme de la FNAP dont a parlé Sylvain Roumeau tout à l'heure, nous on voulait du bio, les chambres d'agriculture s'arrêtaient au AMAET et on cherchait quelque chose. Et c'est en échangeant au comité de rencontre où on s'est rencontrés à Paris avec la FNAP, qu'en échangeant avec les autres, on a trouvé quelque chose qui pouvait être intéressant, qui est de travailler sur l'agronomie. Parce qu'on a assez vite compris que les agriculteurs, ils ne passeraient pas en bio. Voilà, soit ils faisaient la démarche et ils passaient en bio, mais s'ils n'avaient pas fait la démarche intellectuelle, techniquement, passer en bio, c'est compliqué. Donc il faut avoir de la technique, il faut avoir de l'agronomie et il ne faut pas louper cette étape-là. En plus, on s'est aperçu, en étant un peu plus sur le terrain, qu'on avait un groupe d'agriculteurs qui faisait du sans-labour, qui s'intéressait aux couverts végétaux. Donc ça, c'est très très bien, on était bien contents. Sauf qu'on a vite compris qu'il y en avait 1 sur 2 qui faisait du sans-labour. Et ce qui veut dire quand on fait du sans-labour et qu'on fait des couverts, eh bien, voilà, on utilise du glyphosate au printemps. Alors, il fallait essayer de faire évoluer, ces jours-là. Alors, on a accepté les MAET avec la Chambre d'agriculture. On a dit, OK, vous faites des MAET, on va faire un suivi avec vous, on va vous payer, la ville de Lons, on va vous payer le suivi. Et ce suivi consistera à aller voir ce que font les agriculteurs qui se sont engagés dans les MAET. Et surtout, vous allez nous dire comment ils ont réduit, où sont leurs problèmes, etc. Voilà, donc ça, c'est le groupe de Faire Mieux. Et on a mis en place, par un marché public, un groupe expérimental d'agriculteurs. Donc, on a pris le groupe d'agriculture de conservation. On leur a dit, OK, vous faites l'agriculture de conservation, c'est très bien, on va travailler avec vous. Et avec eux, on a bâti ce groupe d'essai. Donc là, c'est la ville de Lons qui paye le suivi agronomique. Donc, c'est l'ISARA de Lyon, l'école de l'ISARA qui a eu le marché, et on a demandé à l'ISARA de suivre les expérimentations des agriculteurs. On a dit aux agriculteurs, vous faites ce que vous voulez, mais faites au moins une expérience sur 1 hectare, vous êtes volontaire, vous faites une expérience sur 1 hectare avec un témoin, et vous travaillez soit sur le couvert, soit sur la rotation des cultures, soit sur les techniques culturales, labour, pas labour, travail du sol. Et on met en commun, on échange, on met en commun vos résultats. On vous paye 2 formations par an et on se fait un petit voyage d'études. Voilà. Et on part comme ça. Et du coup, ça se passe bien. Voilà. Vous allez voir. Et bien sûr, à la clé, c'est le développement des filières bio. Voilà. Alors, parce que lutter contre les pollutions diffuses agricoles, ça revient à préserver la fertilité des sols. Et dans notre groupe d'agronomie, il y a des bio. Les agriculteurs bio se sont inscrits dedans parce qu'ils ont dit vous nous ouvrez de nouvelles perspectives, parce que nous, on est bien des céréaliers, mais finalement, on fait beaucoup de désherbage mécanique. Et on est obligé de repasser souvent dans nos cultures, on tasse les sols, et donc ils sont intéressés par toutes ces techniques de culture associée ou de couverts végétaux. Donc il y a des viticulteurs aussi qui font des essais d'enherbement sur la vigne. Il y a différents essais sur des couverts. Il y a même un céréalier qui s'est lancé dans quelque chose un peu d'assez original et très audacieux sur 30 hectares. Donc c'est l'essai qui vous est présenté au milieu dans les photos, et sur du soja, parce qu'on fait du soja dans notre région. Sur du soja au mois de septembre, dans le soja non récolté, il a semé à la volée, ce qui est assez rare maintenant, il a semé à la volée du blé. Et il a récolté ensuite son soja, le blé était en train de pousser. Voilà.
Et donc, il n'est pas rentré dans sa parcelle avant le mois de mars. Donc, il n'a pas labouré, il n'a pas fait de désherbage d'automne. Et il a réussi à faire 70 quintaux sur son blé. Voilà. Donc, pour nous, c'est des choses... Enfin, techniquement, c'est audacieux. Et voilà, c'est des petites expériences comme ça qu'on trouve intéressantes à valoriser avec les agriculteurs. Bon, je passe. Tiens, il s'est passé un drôle de truc, là. Alors... pour suivre, on s'est dit qu'en indicateur, on va mettre en indicateur, parce que ça nous a paru évident, c'était de voir qu'est-ce qui se passait au niveau de l'eau, les résultats sur l'eau. Donc on a fait un programme d'analyse d'eau renforcé, et au lieu de faire des analyses d'eau sur nos petits carrés bleus, voilà, qui est nos zones de périmètre rapprochées, eh bien on a étendu nos analyses d'eau sur les eaux superficielles sur l'ensemble du bassin versant. On a pris des points, on a pris 11 points, donc toutes les sources des ruisseaux et des points un peu stratégiques au milieu des cours d'eau. Donc on fait 4 analyses par an sur 11 points, ça fait déjà 44 analyses. On attend qu'il ait plu, au moins 10 mm, et on attend que les agriculteurs ou les collectivités aient traité. Alors ça donne ça donne un certain nombre de résultats. On a pu détecter ainsi dans les eaux superficielles 37 molécules actives et dans la majorité sont des herbicides. Donc ça nous focalise sur les herbicides. Ça permet de communiquer avec les agriculteurs et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par le collègue qui a parlé de l'agroforesterie tout à l'heure, c'est que vraiment les agriculteurs, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe au niveau de l'eau, pourquoi on fait tout ça. Et ça devient un outil de communication, ces analyses d'eau, parce que les agriculteurs nous disent, écoutez, l'eau de Lons, elle est bonne, on a moins de 20 mg en nitrate, vous ne trouvez pas de pesticides dans l'eau, donc vous voulez de l'eau encore plus propre qu'elle n'est. Et on leur dit peut-être que l'eau souterraine est propre, en attendant l'eau superficielle est complètement contaminée. Donc vous avez de la chance que la contamination entre l'eau superficielle et l'eau souterraine ne se fasse pas, mais il faut vraiment empêcher qu'elle se fasse parce que on retrouve des choses dans l'eau et c'est pas l'eau qui l'a produite, quoi. C'est bien c'est par le ruissellement et par des infiltrations que ça arrivait dans ces rivières. Alors, en parallèle, grâce au MAET, au début on râlait contre ces MAET, puis finalement on s'est aperçu que finalement c'était bien, parce qu'avec le suivi qu'on a pu faire avec la Chambre d'agriculture nous a pu nous dire exactement les matières actives, donc les produits et donc les matières actives que les agriculteurs utilisaient. Donc on a fait un parallèle avec tout ça et on s'est aperçu qu'il y a des matières actives que les agriculteurs utilisaient et que nous, on ne cherchait pas en analyse. Donc il y en avait quand même bien une vingtaine de molécules. Alors c'est sûr que dans ces cas-là, on va dire que l'eau est très propre, mais évidemment, si on ne cherche pas ce qu'il faut, on ne trouvera jamais. On s'est aperçu aussi que sur les matières actives que les agriculteurs utilisent, les laboratoires, on a demandé aux laboratoires de les analyser, ces nouvelles molécules, et les laboratoires nous ont dit on ne sait pas analyser ces molécules. On s'est aperçu qu'il y a des matières actives qui ont des seuils de détection qui sont très très élevés, donc on ne les trouvera jamais parce qu'ils sont incapables de les analyser tant que ça n'a pas un seuil énorme. Enfin, on s'est aperçu que nos sources étaient toutes polluées, donc ça c'est grave. Il faut qu'on remonte beaucoup plus en amont sur notre bassin d'alimentation. On s'est aperçu qu'il y a vraiment qu'il y a des molécules, ce n'est pas du tout les agriculteurs qui les utilisent, mais c'est bien les collectivités, parce qu'on a fait des enquêtes aussi dans les collectivités. Voilà, donc c'est très intéressant de faire des analyses, ça permet de cerner des zones, ça permet de cerner des problématiques comme sur le désherbage, et ça permet d'avancer dans la connaissance un peu des laboratoires. Voilà, alors avec tout ça, on a voulu aller plus loin en se disant, écoutez, puisqu'on voit qu'il y a des zones qui sont très sensibles, ce serait bien qu'on puisse acheter des terrains quand ils se libèrent pour pouvoir protéger en mettant en place des prairies ou des baux environnementaux avec les agriculteurs. Alors on va en reparler, mais c'est vrai qu'acheter du terrain par une collectivité, c'est très compliqué. Nous, on a pu acheter du terrain dans le cadre de la déclaration d'utilité publique, parce que là, avec une DUP, on peut acheter, les collectivités sont prioritaires
pour acheter le terrain. Mais en dehors des périmètres rapprochés, eh bien, on ne peut pas. On peut pas parce qu'il y a une pression foncière, parce qu'on nous voit venir maintenant. Voilà, il n'aurait peut-être pas fallu le dire. Et puis, du coup, les propriétaires, ils louent à un fermier. Et puis, voilà, une fois qu'on est fermier pendant 2-3 ans, on devient prioritaire après pour accéder au foncier. Et puis, nous, ça nous passe sous le nez. Donc, c'est pas facile pour acheter du foncier. Mais la vigne de Lons n'a pas dit son dernier mot, donc on a encore des petites idées. Voilà, alors combien ça nous coûte tout ça? Voilà, l'action du captage Grenelle, donc le budget des analyses d'eau nous coûte 32 000 € par an. Le suivi des MAET qu'on fait avec la Chambre d'agriculture nous coûte 10 000 €. L'action agriculture de conservation marché sur 3 ans nous coûte 28 000 € par an. Et puis voilà, on fait des analyses de terre, la communication, des reliquats d'azote, voilà, ça coûte 5 000 €. Donc au total, ça nous fait 75 000 € par an. Merci à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse qui dit ouais, c'est super, on vous aide à 80%. Donc, il nous reste à payer 15 000 €. Voilà. Pour la déclaration d'utilité publique, eh bien, ça nous coûte 10 000 € en suivi, parce qu'on fait un suivi des prescriptions, hein, c'est très, très important. Voilà, la semaine dernière, j'étais encore vers un agriculteur en lui disant « Vous n'avez pas mis des bandes enherbées, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi ceci, cela ?» Donc, il faut un peu menacer de suspendre les indemnités aux exploitants, puisqu'on leur verse sur 5 ans. Là, on en est au 3e versement, donc ça fait 100 000 € par an. On a fait des acquisitions foncières pour 60 000 €. Donc là, c'est difficile parce qu'on a fait des acquisitions foncières. Donc ça, c'est très bien, vous allez dire. 60 000 € par an. Donc là, on est engagé pour acheter pratiquement... voilà, on a 300 000 € de dépenses qui sont engagées avec les notaires. La difficulté, c'est qu'on reprend les fermiers en place. Et comme on reprend un fermier en place, on ne peut pas modifier le bail. Et c'est difficile de passer un bail environnemental en allant imposer quelque chose. Donc ça fait 2-3 mois qu'on réfléchit à ce problème-là. Et l'idée, c'est de proposer à l'agriculteur, enfin on va essayer là, c'est de lui dire, on vous propose 2 prix de fermage. Un prix élevé, relativement élevé, où vous travaillez comme vous travaillez habituellement, ou un prix vraiment très bas et vous passez en bio. L'alternative entre les deux, on n'y croit pas. Voilà. C'est où vous passez en bio et on vous fera un prix presque gratuit, ou alors on vous fait un prix très haut. Voilà, donc les propriétaires, s'ils n'ont pas voulu vendre, on est obligé de les indemniser. Donc au total, pour notre déclaration d'utilité publique, ça nous fait 181 000 € par an. Et comme on l'a aidé à 80% par l'agence de l'eau, il ne nous reste plus que 36 200 €. Voilà. Et donc là, on a 60 000 € par an pour des acquisitions foncières. Et ce budget, la vigne de Lons-le-Saunier a envie, au bout des 5 ans, de le remobiliser. C'est-à-dire tous les ans, on mettra de côté 60 000 € pour faire une veille foncière. Et si possible, pour pouvoir acheter du terrain dès que l'occasion se présentera. Voilà, alors la base des convictions de Lons-le-Saunier, c'est l'intérêt général, l'eau, c'est ne pas avoir peur d'être un peu hors la loi. On a fait des conventions, tout le monde nous a dit mais vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. On s'est dit écoutez, on ne le savait pas. Et voilà. Et donc les élus, voilà, M. Pénissard, M. Lonson, donc M. Pénissard qui est le président de l'association, président de l'Association des maires de France, UMP, et son adjoint pour l'environnement, qui est M. Jacques Lonson, qui est un vert de la première heure, en fait, se sont très bien entendus sur ces questions d'environnement. Donc le problème n'est pas du tout politique, le problème est bien l'intérêt général, et M. Lonson avait vraiment carte blanche pour la politique de l'eau. Donc ça a permis des réalisations comme le tri des déchets, comme le bio dans les cantines, donc on va en parler. Le pain est 100% bio, la viande de bœuf est 100% bio, les légumes c'est à 30%. Il y a une chaufferie bois municipale. On a engagé une démarche zéro pesticide pour l'entretien de la vigne et donc la production de l'eau potable dont je viens de vous parler. Voilà, donc au niveau du zéro pesticide, au niveau de Lons-le-Saunier, il a fallu 4 ans et au bout de 4 ans, ça y est, les 10 hectares du cimetière sont passés en zéro pesticide. Voilà. Cette année, on a gagné de Paris. On n'a pas mis un litre de désherbant dans le cimetière. La voirie est entretenue 100% en zéro pesticide. Il ne reste plus qu'un peu les terrains de sport.
Passons. Voilà. Alors maintenant, si on parle des circuits courts, pour nous, circuits courts, c'est produits bio et locaux, avec une dynamique de territoire. Donc c'est 1 million de... Alors il y a une cuisine centrale, voilà, il y a une cuisine centrale qui fait quand même 1 200 000 repas par an, soit 5 000 repas par jour, à 3 000 repas pour des scolaires primaires, 1 500 pour l'hôpital et puis 500 pour des maisons de retraite et des CENF. Donc c'est une consommation régulière, un financement qui est sûr et c'est donc évidemment une grande majorité de décideurs publics. Alors tout est parti, donc toujours de l'eau. Bon, je passe un peu sur tout ça. Voilà, la première réalisation, c'est parti de l'eau, la hausse des nitrates donc, dans l'eau au niveau de Lons. Voilà. Et en 2001, on a commencé les conventions en 92, donc 10 ans après, à peu près en 2001, arrivent les CTE, dont certains ont déjà entendu parler, hein, les premiers contrats territoriaux d'exploitation qui encourageaient l'agriculture biologique. Et voilà, donc la ville de Lons a encouragé des agriculteurs à passer en bio. Tout de suite, ils posaient la question, que faire de ces céréales en bio? En même temps, le directeur de la cuisine centrale faisait le constat que lui, le pain était jeté au niveau de la cuisine. Et voilà, et donc le directeur de la cuisine, en échangeant avec un élu, ça fait tilt dans la tête des deux. Et ils se sont dit, voilà, ça serait bien que la céréale de la zone de captage serve à faire du pain bio pour la cuisine centrale. Et c'est parti comme ça. Et du coup, ils ont mobilisé la filière, ils ont cherché un organisme de collecte, ils ont cherché un meunier, ils ont cherché un boulanger. Et, voilà, tous les opérateurs se sont réunis. C'est les céréaliers qui ont fixé le prix. Donc le prix, ils ont dit, voilà, nous, pour qu'on puisse vivre de nos céréales bio, il faudrait que le prix soit tant, ok. Et voilà, leur prix a été retenu, chacun a donné son prix et la ville de Lens a acheté. Donc au début, quand on a acheté, ça a fait un petit surcoût pour la ville. Et tous les ans, ça a diminué, et notamment en 2008, parce qu'en 2008, il y a eu un boom sur les prix des céréales conventionnelles. Et les agriculteurs bio de la zone de captage ont dit, écoutez, vous avez été sympa avec nous, nous on va être sympa avec vous, on ne va pas vous augmenter le prix. Et du coup, il n'y a pas eu d'augmentation de prix de la céréale bio. Et voilà, ce qui fait que depuis, on est à l'équilibre. Voilà, c'est un prix... ça ne coûte pas plus cher de faire du pain bio que de faire du pain traditionnel. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est arrivé au 100% de pain bio au restaurant municipal pour les 5000 repas. Alors ensuite, le directeur a dit, ce qui a marché avec le pain, pourquoi je ne le ferais pas avec les autres filières, donc avec les yaourts, avec le fromage, avec le bœuf. Et il a commencé à chercher des produits bio, il n'en trouvait pas, il en a eu marre, alors il a fait une conférence de presse carrément, il est allé voir les journaux en disant je voudrais des produits locaux, voilà, et j'en trouve pas. Et le lendemain, il y a un éleveur bio qui a dit moi je suis là, et ça commence. Vous voyez comment les choses commencent, hein. Et c'est comme ça qu'a commencé un formidable partenariat entre des éleveurs bio locaux et la cuisine centrale. Alors, je ne sais plus où j'en suis parce que j'y vois mal, moi. Il va falloir conclure aussi. Il va falloir conclure. Bon, voilà. Et donc, on est arrivé donc au niveau du cahier des charges. Ils ont réfléchi comment introduire donc le bœuf bio dans le cahier des charges. Et l'astuce qui a été trouvée, c'est de dire qu'ils allaient acheter, la cuisine centrale allait acheter la bête entière. Il fallait qu'elle soit née sur l'exploitation. Elle était entière et voilà. Et donc ça, pour rentrer dans ce type de marché-là, c'était pas les maquignons qui pouvaient y rentrer dedans, ça pouvait seulement être les éleveurs locaux. Voilà. Et du coup, la cuisine achète la bête entière et elle cuisine tous les morceaux. Voilà. Bon, voilà, je passe. Voilà. Et on arrive aux légumes. Donc aux légumes, donc il y a 30% de légumes. Pour aller au-delà, il manque un outil qui s'appelle la légumerie parce que il faut pouvoir éplucher les légumes. Voilà. Il faut pouvoir les stocker, puis il faut pouvoir en éplucher davantage. Donc la ville de Lens a dit ok, on va construire une légumerie. Et tant qu'à faire de construire une légumerie, à voir si ça pourrait pas intéresser les collèges et les lycées des alentours. Voilà. Donc on est dans cette réflexion-là, avec donc les éleveurs bio locaux qui se sont montés en association qu'ils appellent BioDirect, dans laquelle il y a la viande, il y a les producteurs maraîchers, et on est en train de construire une plateforme physique pour desservir non seulement la cuisine centrale, mais en même temps les collèges et les lycées des alentours. Voilà, donc avec un prix unique par légume. Bon, voilà, ça c'est les plans de la légumerie.
Donc en résumé, on a une DUP, on a une aire d'alimentation du captage, on essaie de travailler sur le foncier et sur l'investissement volontaire. Donc au niveau de la DUP, la difficulté, c'est la négociation financière voilà, avec les agriculteurs. Et il ne faut peut-être pas avoir peur d'avoir une rédaction exigeante dans une DUP, parce qu'une DUP, c'est vraiment fixé dans le marbre. Hein, et voilà. Et bon, ça fait avancer des fois la réglementation. Donc sur l'aire de captage, c'est d'avoir vraiment un travail très large sur les pollutions diffuses. Je pense qu'il y a des messages qui passent et il y a des communes qui évoluent. Alors l'accès au foncier, c'est difficile. Donc du coup, on est en réflexion avec un cabinet extérieur, voilà, pour arriver à trouver une entente avec l'Agence de l'eau, la DREAL, la DDT, la SAFER, la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, pour qu'ils comprennent pourquoi on veut acheter du foncier, qu'ils n'en aient pas peur et qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Bon, l'investissement volontaire, c'est important pour le suivi des analyses, pour organiser les filières. Maintenant, on pense à constituer une filière fourrage parce que, voilà, nous, la prairie, ça nous va bien pour protéger l'eau. S'ils pouvaient faire du foin bio, ça pourrait intéresser les éleveurs bio. Donc on essaie de faire quelque chose à ce niveau-là. Et c'est peut-être d'ici quelques temps, on va peut-être faire une société avec les éleveurs dans laquelle la vigne de Lons serait impliquée. Voilà. Et donc je rejoins un peu les idées au niveau financier. On parle toujours de coûts, de surcoûts. Il faudrait peut-être inventer d'autres mots et le mot sous-coût. Voilà. Ça fait un peu sous-coût, mais bon, voilà. Sous-coût pour dire voilà, on fait de la prévention et on évite des dérapages, on rend l'eau accessible, le prix de l'eau, vous avez vu, il est accessible. S'il fallait avoir une usine, le prix de l'eau serait multiplié par je ne sais pas combien. Donc c'est un investissement pour des économies futures. Donc voilà, il y aurait des choses à réfléchir pour les collectivités. Voilà, donc pour vous encourager, je vous ai décrit rapidement des choses, mais inventer ces solutions, voilà, chacun, je trouve que c'est mieux. Et puis...